partager le témoignage de Florence, du coup, et qui va nous raconter un peu l'histoire d'une Freelance for Good. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Là, ça se veut sur le chat, ça se veut interactif. On fera le relais. Mais voilà, on est ravis d'accueillir Florence, du coup, qui a fait le programme Social Déclic, qui est maintenant dans la communauté aussi Social Déclic. Merci beaucoup, Florence, de nous faire cet honneur de venir. Bonjour tout le monde, un honneur. Ça me fait plaisir de participer. Top. Du coup, Florence, en 2 mots, qui es-tu? Alors, j'ai 42 ans, j'ai un profil ingénieur à la base, j'ai un long parcours de consultante sur des projets SI, voilà, principalement du côté des métiers. Et puis, il y a à peu près 2 ans, 2-3 ans maintenant, j'ai décidé de quitter le monde du salariat pour plus d'indépendance et du coup arrêter de travailler pour des entreprises classiques, voilà, et pouvoir du coup construire finalement mon propre parcours et aller vers plus de cohérence finalement dans le choix de mes missions. Et voilà, trouver quelque chose qui soit aligné avec mes propres convictions et aller vers le monde du coup de l'ESS, de l'impact. Et justement, du coup, toi, ça a été quoi finalement alors peut-être le déclic ou le cheminement long, finalement, ça dépend à chacun, pour te dire, voilà, je veux à la fois me lancer en freelance et en freelance for good. Comment tu es arrivé du coup à être aujourd'hui, si on peut dire freelance for good, ça a été quoi le déclic? Alors, il y a eu un peu un mix des deux. Il y a eu d'une part un long cheminement, on va dire, parce que c'est vrai que tout au long de ma carrière, en fait, je me suis régulièrement posé la question de ce que je faisais là. Qu'est-ce que je faisais dans ce métier? Est-ce que le conseil c'était fait pour moi? Parce que j'avais vraiment des grosses difficultés au niveau de l'éthique du métier. J'ai été confrontée à pas mal de situations que je trouvais anormales. Mais en fait, on me faisait comprendre que le problème, c'était pas la situation, c'était moi. Donc du coup, je me posais des questions. Mais tout ce que je voyais, c'est que finalement, plus le temps passait, plus moi, en fait, mes convictions se renforçaient. Plus je voyais que finalement, j'étais loin d'être seule, que finalement, avec le temps qui passe, on se rend compte que voilà, du coup, on prend plus de recul aussi par rapport à les situations et aux messages qu'on veut nous faire passer. Et en fait, à la fin, je me suis sentie tellement trop désalignée avec ce monde-là, je me suis dit que c'est plus possible. Et de toute façon, il y a, quand on passe un entretien d'embauche, si on n'est pas motivé à minima, ça passe pas. Et là, je voyais bien que de toute façon, j'avais plus envie, ça marchait plus. Et puis, je trouvais plus non plus de mode de travail qui était compatible avec mes envies d'équilibre vie pro, vie perso. Parce que, pour moi, il y a vraiment, c'est comme un état d'esprit finalement qui évolue. Et même dans les entreprises classiques en tant que telles, il y a aussi un état d'esprit avec lesquels moi j'étais plus en accord sur le mode de management, sur la manière de traiter les gens, etc. Et du coup, il y a un moment, on se dit, bah voilà, il faut lâcher. Et à force, finalement, d'avoir commencé à mettre un peu des petits pas, parce que depuis que je suis devenue indépendante, par contre, pour moi, ça a été une vraie libération. Je me suis formée à beaucoup de choses, notamment, je suis allée vers de l'UX, parce que j'avais envie d'évoluer beaucoup sur la partie numérique. Parce que j'avais aussi envie d'évoluer beaucoup aussi vers la partie utilisateur et pour proposer des solutions qui sont du coup mieux, plus adaptées aux utilisateurs et que ça me paraissait logique en tout cas comme continuité de parcours. Et puis bah voilà, et du coup j'en ai profité pour aller là où j'avais envie d'aller, c'est-à-dire vers les structures impact. Et quand tu dis que tu t'es rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens autour de toi aussi qui n'étaient pas forcément en face, tu n'étais pas forcément seule, ça c'était des collaborateurs, des amis, c'était comment, où tu as trouvé un peu cette épaule pour te rassurer en me disant que c'était pas que toi qui ressentais cette situation? Alors en fait, c'était pas forcément autour de moi directement, c'est D'accord. plus justement en allant rejoindre différentes communautés, différents groupes, en allant aussi à différents événements et en allant finalement m'ouvrir un peu au monde et à sortir de ma bulle de consultant qui du coup acceptait aussi un peu cet ordre établi. Alors c'est vrai que moi je suis de nature à pas trop l'accepter et du coup aller voilà regarder un peu ce qui se passait ailleurs et puis de toute façon, même sans le chercher en fait, je pense qu'avec le temps on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup plus de messages qui sont passés, des messages forts. Moi, je sais qu'il y a un moment qui a été important, ça a été le discours d'Aurélien Barraud pour le Climate Summit, il me semble, pour Climax. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est pas juste dans ma tête que ça va pas, en fait. C'est que ça va vraiment pas. Il y a vraiment des choses à faire. Il faut vraiment bouger. Puis je pense, voilà, on le constate dans notre quotidien. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une question de maturité, en fait, tout simplement. Hein. Il y a un moment où on prend plus confiance en soi et on se dit, bah oui, il faut bouger, il faut changer et c'est comme ça que du coup j'en suis du coup venue à faire mes premiers pas toute seule et puis que j'ai eu la chance du coup de tomber sur ce déclic et de rejoindre le parcours et ce qui a été pour le coup un vrai pas en avant pour moi. Et c'est quoi toi ta vision du coup de l'impact et du numérique responsable?
Alors, l'impact, il peut prendre plusieurs formes. Pour moi, dans l'impact, en tout cas, ce qui est important et ce que je recherche, c'est le fait qu'on puisse à la fois allier le social et l'environnemental. Parce que le social, oui, c'est important, mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est comme si la branche de l'arbre sur laquelle je suis. C'est-à-dire que si on fait que du social, mais on fait rien pour l'environnement, ça ira mieux, mais pas pendant très longtemps. Donc du coup, pour moi, l'impact, il a cette notion-là, et du coup, c'est vraiment avoir toujours cet aspect global en tête. Et du coup, pour aller un peu plus sur la partie numérique et numérique responsable, c'est du coup aussi avoir un numérique qui du coup va prendre en compte les problématiques environnementales et qui va aussi prendre en compte les problématiques sociales. Donc pour la partie environnementale, c'est comment on fait pour dépenser moins d'énergie, moins polluant, etc. Et puis pour la partie sociale, ça va être comment est-ce que je respecte au mieux mon utilisateur. Comment est-ce que je ne l'utilise pas comme une source à capter que je vais essayer d'embarquer avec moi sans penser à son état d'esprit, sa liberté. Comment est-ce que je vais être inclusif. Comment est-ce que je vais faire que ce numérique, il va se proposer pour tous, quelle que soit sa situation, qu'on ait des déficiences visuelles, qu'on se sente une minorité et que du coup on se sente comme inclus dans ce qu'on voit devant soi, qu'on ait quelques déficiences que ce soit, ou quelques sensations de minorisation aussi, qu'on se sente du coup embarqué dans tout ça et que ce soit le plus ouvert possible et que ce soit pas captif ni addictif en fait. L'idée c'est que ce soit en effet un moyen et que ça redevienne sa place d'être un moyen qui permet d'aboutir à un résultat le plus rapidement possible. Voilà. Et tout en laissant la personne libre de ses choix, de ne pas aller en profiter pour lui piquer toutes ses infos, le spammer, etc. Ok. Top, hyper intéressant. Et du coup, donc tu l'as un petit peu évoqué, mais comment tu t'y es prise déjà pour te lancer en freelance et puis pour trouver aussi des missions freelance dans des structures engagées et rentrer justement dans cet écosystème de l'ESS? Freelance, je suis devenue freelance, c'était un peu au pied du mur en fait. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, je me voyais pas revenir dans une entreprise. Je pense que le métier, malgré tout, ce métier et les compétences que j'ai, de toute façon, ne sont pas des compétences qui sont très faciles à avoir sur le long terme dans une entreprise, parce que ça peut être un besoin d'expertise particulier, ça peut être sur un projet particulier, mais du coup, sur la durée, en tout cas, moi, je risque de m'ennuyer. Et je suis pas sûre que mes compétences, en tout cas celles qui sont vraiment celles, je pense, pour lesquelles je suis la meilleure, ne sont pas des choses sur lesquelles on a besoin de moi pour le long terme. Et puis finalement, du coup, en devenant indépendante, je me suis rendu compte que c'était hyper libérateur. Ça m'a fait énormément de bien. Qu'en fait, je suis profondément indépendante et que j'aurais dû le découvrir plus tôt parce que c'est moi l'indépendance en fait, et que je suis pas, voilà, et que du coup ce monde de l'entreprise, managériale, etc. Pour moi c'était très bridant, et il y a même pas mal de choses que j'aurais pu faire en tant que salariée mais que je faisais pas parce que je m'en empêchais. Et depuis que je suis indépendante, je m'ouvre à plein de choses, je fais énormément de formations, et du coup je vais où je veux. Donc je me rends compte aussi du coup que plus le temps passe, plus ça prend de l'ampleur. Et donc plus, au départ, j'ai travaillé pour des anciens clients, donc du coup pour des structures plutôt classiques. Et là, même là, je me suis rendu compte que même ça, c'était plus possible et que de toute façon, je n'étais pas devenue indépendante pour ça et que j'avais envie de bouger. Donc en fait, j'ai commencé par faire du bénévolat en travaillant pour 2 structures à impact, dans le cadre notamment de ma formation UX. La première, c'était finalement une structure qui était proposée directement par les Gobelins. Et la deuxième, c'est qu'en fait, pour le mémoire, en fait, il fallait qu'on puisse mener une mission. Moi, j'avais pas envie d'aller faire une mission bénévole pour n'importe quel type de structure. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant cumuler les choses et aller le faire pour des structures qui m'intéressent. Et donc là, je suis allée, j'ai juste appelé en fait une entreprise et je lui ai dit, voilà, j'ai une mission à faire, je pense que ça peut matcher. Et moi, je suis convaincue par ce que vous défendez. Et c'est vrai qu'ils avaient en plus un message qui me correspondait beaucoup. Et du coup, ça a matché et c'était chouette. Et après, j'ai continué un peu comme ça. Après, le monde de l'ESS est quand même différent du monde des entreprises classiques. Et puis, moi, je suis quand même très estampillée, grosse boîte et gros projet. Donc, j'avais vraiment besoin aussi de prendre ce virage et de montrer que c'est pas parce que j'ai implémenté beaucoup de ERP et que je ne sais faire que ça. Et donc, du coup, ce qui a été vraiment important, c'est du coup de commencer aussi à développer une expertise là-dessus, à développer des expériences dessus. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai rencontré Social Déclic, qui m'a permis aussi de bien mettre au clair mes idées finalement, parce que c'était un peu flou en fait, le fait de vouloir aider, oui, mais qui, mais quoi, mais comment aller taper aux bonnes portes, parce que j'avais l'impression que à partir du moment où c'était sur des projets payants, déjà trouver les bons canaux pour avoir l'émission,
comment aussi démontrer qu'on est capable d'aller faire le job et que c'est pas parce qu'on a fait que des grosses boîtes que forcément on a besoin de moyens et de projets faramineux et qu'on va proposer que des trucs énormes. Et là-dessus, du coup, Social Déclic m'a permis déjà de bien mettre au clair tout ce parcours, tout ce cheminement, toute mon envie de positionnement. Moi, il y a pas mal de choses que je réutilise de mon backpack, en fait, dans ce que j'écris, dans les lettres de motivation ou dans le discours que je peux avoir. Il y a le côté aussi communauté qui fait énormément de bien parce que du coup, on se retrouve avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Et ça, du coup, c'est important parce que ça crée des échanges qui sont très, très riches, en tout cas, qui m'ont beaucoup apporté. Et puis, du coup, ça permet de continuer son cheminement et c'est comme un accélérateur, en fait. Tout d'un coup, on est guidé et on peut aller plus vite. Et puis après, le fait de faire partie de la communauté Social Déclic, c'est un vrai atout parce que le fait que vous ayez cette démarche d'aller rencontrer les ESS et du coup d'être affiché finalement comme réseau de Freelance for Good, ça facilite la mise en relation finalement avec les ESS qui vont moins se poser de questions en fait parce qu'on a déjà on est un peu estampillé Freelance for Good et du coup ça se passe beaucoup plus facilement que quand on débarque de nulle part et que on a un CV en plus qui est assez peut-être vaste et du coup on peut se poser des questions quand on le voit quoi. Alors, je me permets parce qu'il y a 3 questions hyper intéressantes dans le fil qui en rebond de ton partage et ton retour d'expérience, Florence. La première, et je pense que la réponse est oui, mais il y a quand même une transition plus ou moins longue avec des missions alimentaires de notre ancien métier et des premières missions impact. Je ne sais pas, Florence, si tu veux réagir. Et puis, nous, on pourra peut-être dire aussi avec Colline ce qu'on a vu parmi nos décliqueurs. Mais est-ce que tu estimes qu'il y a une période de transition plus ou moins longue? Alors, du coup, le plus ou moins, mais je dirais que ça dépend vraiment des compétences. Si, par exemple, j'avais eu, je pense que si j'étais community manager, si j'étais graphiste, si j'étais dev, ça aurait été plus simple. Moi, j'ai fait beaucoup de gestion de projet pour des grosses boîtes, avec des grosses équipes, avec des gros outils qui coûtent très cher. Et ça, du coup, c'est très éloigné du monde de l'ESS. Et pour le coup, moi, du coup, ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu, malgré toute cette expérience qui finalement est très utile, mais on le sait, c'est important que quand on va recruter quelqu'un, pour une mission, on a besoin de se rassurer par rapport à ce qu'elle a fait. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir se retrouver dans les missions qu'on propose dans le CV. Moi, ce n'était pas mon cas. Donc, du coup, il a fallu que j'aille faire ce parcours-là. Après, je pense que je me trompe peut-être. Ça, du coup, Charlotte et Colline, vous nous ferez part de votre expérience. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, ça dépend aussi beaucoup des compétences qu'on a. Il y a des compétences qui, à mon avis, sont plus facilement switchables, je dirais, d'un client à un autre que d'autres, tout simplement. Ouais, je pense qu'effectivement, ça varie en fonction des compétences. Mais qu'effectivement, nous, on le voit dans nos décliqueurs, il y a quand même cette transition. Parfois, il y a une alliance qui peut se faire aussi sur une période, c'est-à-dire avoir un certain nombre de jours alloués à une mission impact. Parce que nous, dans les missions qu'on a, c'est rarement, on en a, mais c'est pas toujours, en tout cas, du full-time. Et du coup, d'avoir une mission, on va dire, classique dans une organisation classique et avoir une mission à côté de 1, 2, 3 jours par semaine dans une structure engagée. Et je le dis parce que je pense à une autre décliqueur qui récemment m'a dit, bon, j'ai quand même accepté une mission classique, mais je suis en train de semer ma graine sur le numérique responsable. Et ça aussi, c'est un truc hyper intéressant de se dire que là aussi, on a de l'impact si on va aller bosser dans des grosses boîtes traditionnelles et dire, ouais, je veux bien vous développer votre truc, mais ça vous dit pas qu'on essaie de le rendre accessible, ça vous dit pas qu'on essaie de réfléchir à l'impact carbone de ce site web, de cette app mobile, etc. Et de changer les consciences dans les organisations classiques, c'est presque encore plus salvateur que d'aller voir des organisations. En tout cas, pour moi, c'est aussi un axe intéressant. Je ne sais pas si Colline, tu as… Complètement. Et je pense que pour répondre du coup à ce plus ou moins long, c'est vrai que ça dépend vraiment des expériences de chacun, des compétences. C'est sûr qu'un développeur peut vraiment transcrire ses compétences d'une structure classique à une structure impact. Après, ça dépend du parcours, des opportunités aussi de chacun, des rencontres, etc. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup des freelances qui font soit qui alternent d'ailleurs une mission classique, une mission impact, ou soit qui arrivent à faire en même temps, c'est-à-dire à mixer 3 jours, comme tu disais Charlotte, en mission classique et 2 jours en mission impact.
Une autre question intéressante de Camille, c'est je vais la dire telle quelle. Beaucoup conseillent d'attendre un certain nombre d'années d'expérience avant de se lancer en indep. Lorsque on est salarié dans une structure de conseil, qu'en pensez-vous et quels sont les prérequis pour passer le pas même après 3 à 5 ans d'expérience? Florence, t'en penses quoi? Parce que c'était toi qui viens du conseil, justement. Là encore, tout dépend des compétences, en fait. Il y a des compétences sur lesquelles, aujourd'hui, si on est vraiment sur de la techno pure, je pense qu'on peut devenir assez vite très compétent sur le domaine. Et du coup, on peut finalement assez vite devenir indépendant parce qu'après, sur la même chose, c'est trouver des jobs à long terme dans des missions pour ces compétences-là. Ça va être quoi? Ça va être en agence, ça va être en boîte de conseil, ou en effet, ça va être en app. Et aujourd'hui, je pense que, on traverse une phase qui est quand même compliquée d'un point de vue économique. Et je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui se tournent vers les freelances plutôt que vers les boîtes de conseil. Donc je pense que j'aurais pas fait la même réponse il y a 10 ans, hein. Là, je pense qu'en ce moment, c'est pas très compliqué. Je pense qu'à partir du moment où on est suffisamment compétent, et après, c'est plus une question de confiance en soi. C'est une question d'être capable de se dire que ça va pas tomber sous cuit dans le bec et que du coup, l'émission, il va falloir aller les chercher. Mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de plateformes qui permettent de mettre en évidence nos compétences et après, du coup, de se faire, d'améliorer sa visibilité, etc. Moi, aujourd'hui, je pense que, bien évidemment, il ne faut pas juste tout débarquer en tout et dire et ça va faire 2 mois que je fais du PHP et en plus je débarque. Ou alors sinon, il faut vraiment avoir aussi un tarif qui va avec. Il faut être capable d'en vivre aussi. Mais pour moi, aujourd'hui, on peut quand même se lancer rapidement en fonction des sujets. C'est vrai qu'après, sur de la chefferie de projet, sur des trucs comme ça peut être... C'est bien d'avoir quand même un peu d'expérience, quoi. Parce qu'il y a des cas différents, il y a un peu d'humain dedans, etc. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça dépend vraiment des compétences. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut y aller quand même beaucoup plus vite que maintenant parce que les relations ont aussi changé. Le rapport avec les freelances a changé. Et je pense qu'il y a plein de boîtes qui sont aussi ravis de se dire qu'ils ont envie d'avoir des opérationnels devant eux, qu'ils en ont marre d'avoir les commerciaux des boîtes de conseil qui leur vendent du rêve. Et qui derrière, de toute façon, ils ne savent pas qui ils ont, ils ne choisissent pas les personnes avec qui ils bossent, et avec en plus les modes forfaitaires, les consultants, ça bouge, ça tourne, et ils n'ont rien à dire, plutôt que de dire, au moins comme ça, je recrute la personne. Alors après, ça peut être un peu compliqué de temps en temps, parce que notamment la tech, ça peut vite devenir complexe, mais le freelancing, vraiment, ça a beaucoup évolué, quoi. Et après, juste pour vous donner aussi un chiffre qui va dans le sens de ce que tu dis, Florence, c'est au sein de la communauté, on a à peu près 1/3 de personnes qui sortent d'école et qui se lancent dans le freelancing. Alors là, je parle plus de profils développeurs web, mais qui se lancent dans le freelancing et qui veulent tout de suite apporter cette notion d'impact dans les missions qu'ils vont aller chercher. En s'intéressant directement au sujet de l'accessibilité, de l'éco-conception, de la sobriété fonctionnelle, etc. Et voilà, donc on a pas mal de gens finalement qui suivent nos programmes et dans la communauté qui sont très jeunes et qui sortent de l'école. Et je pense, s'il y a juste un petit point de vigilance, c'est ce que tu disais, Florence, c'est si vous vous lancez rapidement dans le freelancing, je pense juste que ça peut être intéressant, quelle que soit la communauté. Je parle pas uniquement de Social Déclic, mais de rejoindre une communauté pour quand même avoir cet échange de pairs et l'apprentissage peer-to-peer qu'on a en fait quand on rejoint une organisation et qu'on peut un peu perdre quand on est freelance. Donc, je sais pas, ça peut être en allant travailler quelques jours en coworking, ça peut être en joignant une asso de freelance, ça peut être par une boîte de portage, ça peut être par une communauté comme Social Déclic, et c'est pas la seule. Mais en tout cas, c'est bien, je pense, de garder, de s'insérer dans une communauté pour grandir avec les autres. Il y a une question de Thomas aussi, du coup. Dans quelle mesure est-il possible d'influer sur la responsabilité et la stratégie d'entreprise en tant qu'indépendant en prestation? Intéressant. Est-ce que le cadre contractuel présente une contrainte, voire une limitation concernant le périmètre et la capacité d'action? Florence, est-ce que tu as un retour sur ça? Alors, pour la première question, est-il possible d'influer sur la responsabilité et la stratégie d'entreprise? C'est pas simple. C'est pas simple, notamment quand on est indépendant, parce que justement, on n'est pas Accenture. Donc, ce qu'on dit n'a pas forcément la même portée. Après, ça dépend avec qui on travaille, ça dépend à quel niveau de l'entreprise on intervient, et là, pour le coup, ça peut changer. Après,
on peut inspirer. C'est-à-dire que déjà, travailler, c'est beaucoup de relations sociales avec l'équipe avec laquelle on intègre. Et du coup, c'est aussi beaucoup parler de son point de vue, de ce qu'on fait, c'est proposer. Et là, pour le coup, on peut quand même soumettre des idées. Et je ne sais plus qui disait ça, mais en fait, on peut planter des graines. Et ça, c'est hyper important, en fait. Parce que du coup, on peut faire évoluer les mentalités, on peut proposer d'autres visions et en fonction des personnes, ça peut faire écho. Et c'est toujours intéressant parce que du coup, on peut avoir quelqu'un, on va avoir un discours, ça va du coup faire écho chez quelqu'un et puis du coup, il va en reparler, il va en faire autre chose. Après, se dire qu'on peut vraiment avoir un rôle stratégique en tant qu'indépendant, ça dépend vraiment de son positionnement dans la boîte. C'est voilà. Et pour le cadre, on le voit même en dehors de ça, qui est du coup un sujet qui peut être en dehors de la mission, du coup, si on est vraiment dans le cadre de la sensibilisation. On voit bien de toute façon que quand on intervient en entreprise, au final, le client, il prend ce qu'il veut de ce qu'on lui donne. Et ça, du coup, c'est une réalité du métier. Hein. On va pas, le côté grosse révolution, on va tout changer, etc. Mais par contre, je pense qu'on peut semer des graines et ça, c'est hyper important. Parce que surtout, on peut avoir du coup un écho qui est plus large en parlant avec tous les membres de l'équipe et en générant des discussions autour de ces sujets-là et du coup en parlant aussi du coup pas que du boulot mais aussi du perso et de ce qu'on peut faire au quotidien et du coup d'inspirer en fait et de semer ces petites graines qui mettront on ne sait pas combien de temps à germer mais en tout cas elles seront semées. Et forcément, c'est sur l'impact et le numérique responsable, c'est comme les autres sujets, il y a plus d'inertie dans les grands groupes que dans les petits. Enfin, je pense que voilà. Donc, forcément, si vous êtes dans une petite organisation, une petite PME ou une petite asso, vous pourrez proposer pas mal de choses. Les gens seront assez ouverts. Et après, on le sait tous. Enfin, beaucoup parmi vous, parce que je voyais qu'il y avait pas mal de consultants ou d'anciens consultants dans les grandes boîtes. C'est un peu plus compliqué, mais comme dit Florence, chaque graine compte. Et nous, on s'inspire aussi pas mal du mouvement corporate hacking. Qui dit justement qu'il faut avancer à petits pas et que c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les lignes. Ça demande pas mal de pugnacité, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on a une approche aussi un peu colibri, quoi. Et c'est vrai que du coup, Charlotte, tu dis sur le chat, soyez des hackers de l'impact. C'est vrai que nous, notre vision, c'est de se dire, on peut aussi tous être des pollinisateurs, presque pour employer cette image. C'est voilà, de se dire que quand on est freelance, on va dans plein de structures et au-delà d'être dans des structures engagées, on peut aussi semer des graines un peu partout, quoi. Du coup, il est 56, donc merci beaucoup Florence. On va clôturer juste ce témoignage parce qu'on a 2-3 infos complémentaires à partager.